Sommaire, Colette Senghor n'est plus la veuve du défunt président Léopold Sédar Senghor est décédé ce lundi en France. Moustapha Niasse pleure une dame exemplaire tout en espérant qu'elle sera enterrée au Sénégal conformément à ses vœux. Deuxième rendez-vous manqué de Bougazeli avec les gendarmes. L'usage de la méthode forte, la seule alternative qui s'offre aux enquêteurs, c'est l'avis du professeur de droit pénal pour Iba Barry Camara. Le député doit être cueilli manu militari. Dégradation de l'état de santé de Hissène Habré, son épouse Fatima Raymond Habré met en cause l'administration pénitentiaire. Elle interpelle le ministre de la Justice. Le Premier ministre français s'émerveille du train express régional. Édouard Philippe, qui a visité le chantier, parle d'un projet exemplaire et remarquable. Apix, maître d'ouvrage du projet du TER, maintient encore les délais annoncés pour sa livraison. Le DG Mountagassi annonce la date du 30 novembre pour les passerelles, suivra après la phase de certification. Il sera d'ailleurs notre invité en fin d'édition. À suivre la page des sports avec Abdou Diouf Junior, la page la santé en classe et l'invité qui boucle cette édition. Abdou Thiam assure la partie technique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Colette Senghor est décédée en France ce lundi. Moustapha Niasse et Amadou Lamine Sall pleurent une dame exemplaire, espérant qu'elle va être enterrée au Sénégal. Colette Senghor est la veuve du défunt président Léopold Sédar Senghor, Macoumba Beya. Colette Senghor est décédée ce lundi à Paris à son domicile à Verson en Normandie. Moustapha Niasse, actuel président de l'Assemblée nationale, la connaît très bien. Voilà une femme qui aimait son mari et qui, à travers son mari, avait un attachement sincère pour le Sénégal. La preuve, je verrai ce que la famille va décider. Parce que c'est pas moi qui décide à la place de la famille Senghor. Mais je sais qu'il était prévu qu'elle rejoindrait son mari ici au Sénégal, une fois rappelée à Dieu pour faire le dernier sommet à côté de son mari et de son... C'est déjà une preuve tangible, une preuve formelle, une preuve confirmée de son attachement vis-à-vis de sa famille sénégalaise et de son mari. Je les ai trouvés souvent à Verson en Normandie. Le poète Amadou Lamine Sall pense que c'est à Joal qu'ils devraient tous partir. La présence de Colette Senghor au sein de la République restera dans les mémoires. C'était une femme discrète. C'était une femme que l'on ne voyait pas beaucoup. Mais je souhaite que Senghor, enfin, avec son fils Philippe et Colette, soit enterré à Joal. Parce que c'est ce que le président Senghor voulait. C'est ce que le président Senghor a écrit et c'est ce que le président Senghor nous a dit. Et Colette avait demandé, mais d'attendre sa disparition, sa propre disparition, pour que les trois corps aillent enfin à Joal. C'est ce mercredi qu'elle devait célébrer ses 94 ans. Elle est née le 20 novembre 1925. Cela fait 6 ans que sa santé s'était détériorée, selon le maire de Verson, qui s'est entretenu avec France Bleu. C'est le 18 octobre 1957 qu'elle s'était mariée avec Léopold Sédar Senghor, député à l'époque. Les 3 grandes dates du TER, les jalons ont été respectés selon le directeur général de l'APEX. Il s'agit du 14 janvier quand le président y est rentré le 14 juin 2019 avec la sous-station électrique et enfin le 30 novembre pour les passerelles et les ponts. C'est après que la phase de certification s'ouvre. Voici Mountagassi qui l'a dit à Macoumba Beya. Ce projet du train express régional a été piloté sur la base de jalons et de rendez-vous. Chaque jalon, donc chaque rendez-vous, a donné la plénitude de ses livrables. J'aime bien à le rappeler, le 14 janvier 2019, son excellence le président Macky Sall avait procédé au premier trajet de Diamniadio à Dakar sur le train express régional en mode électrique de Diamniadio jusqu'à la fin de la forêt de Mbao. Le train a basculé en mode thermique de Mbao jusqu'à Dakar et le long du trajet, nous avons consacré 3 stops. Et le président a terminé le trajet à la gare de Dakar avec un croisement de 2 trains sur les voies. Le 14 juin 2019, nous avons aussi eu l'honneur de visiter et de montrer aux Sénégalais le niveau d'ouvrage, de franchissement, mais aussi la visite de la sous-station électrique à Mbao, passerelle et pont, à livrer le 30 novembre. Pour consacrer le confinement mural, permettre aux Sénégalais d'avoir un niveau de mobilité acceptable et commencer à imaginer de faire rouler les trains plus loin qu'on le fait aujourd'hui. Le 30 novembre, on aura le confinement mural, on aura une masse critique, j'appelle masse critique d'ouvrages, de franchissement, ponts et passerelles
qui permettront de lancer les processus. Voilà de manière très claire et précise ce que je peux dire sur le rendez-vous du 30 novembre et sur les 3 rendez-vous que nous avons donnés. Et chacun des rendez-vous a donné la plénitude de ses livrables. Vous n'avez accusé aucun retard? Tous ces rendez-vous ont donné la plénitude de leurs livrables. À suivre l'intégralité de l'entretien que Muntagassi, directeur général de l'APEX, a accordé à Macoumba Bey. Il sera notre invité. Le Premier ministre français, lui, Édouard Philippe, n'a pas taré d'éloges sur le terre lors de sa visite de chantier. Il s'est réjoui d'un projet exemplaire et remarquable, salué et cité en exemple à travers le monde. Il dépasse même le niveau de technologie en France, selon Édouard Philippe, qui a rencontré des Sénégalais au chantier du TER. Édouard Philippe, que nous écoutons au micro de Macoumba Bey. C'est un projet qui, à bien des égards, est exemplaire. Il est exemplaire parce qu'il va permettre une décongestion de la circulation automobile à Dakar. Il va permettre de passer à une logique de transport et de mobilité durable. Il est remarquable parce que, aussi, au-delà de ce projet, c'est la qualité du partenariat qui a été noué entre la France et le Sénégal, entre les entreprises françaises et les entreprises sénégalaises dans ce projet. De la conception jusqu'à aujourd'hui, c'est un travail en bonne intelligence entre des entreprises françaises et des partenaires sénégalais. J'ai rencontré aujourd'hui toute une série de jeunes gens ici veulent participer à la construction de ce projet qui est emblématique, de ce projet qui est innovant, car la qualité technologique du matériel qui va être mis en place et mis en œuvre sur ce projet est exceptionnelle. En vérité, elle est même supérieure au matériel roulant qui roule parfois sur le territoire en France. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on sent, qui suscite un enthousiasme, une volonté de participer, une volonté de construire. Et c'est parfaitement réjouissant. C'est un projet important, bien entendu. La France a participé à environ un tiers de son financement, à hauteur de 330 millions. C'est près de 800 salariés sénégalais qui vont pouvoir ici trouver un emploi et faire vivre la ville, la grande ville de Dakar. C'est un projet partenarial qui est regardé au Sénégal, mais ailleurs en Afrique, comme un projet emblématique, par son ambition technologique, par la qualité du partenariat noué. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, me disait qu'à l'occasion du dernier déplacement des autorités françaises à Nairobi, on avait évoqué ce projet comme quelque chose qui, au fond, était une forme de rupture et d'innovation. Le Premier ministre français Édouard Philippe et des officiels français étaient depuis hier à Dakar. Les embouteillages font perdre à l'économie sénégalaise quelques 100 milliards de francs CFA chaque année. Révélation de Cheikh Tidiane Thiam, directeur des ouvrages à l'Ageroute. Il l'a dit lors de la visite du secrétaire d'État français chargé des transports sur le chantier de l'autopont Keur Gorgui, une infrastructure qui entre dans le cadre de l'amélioration de la mobilité urbaine à Dakar. Cheikh Tidiane Thiam, que nous écoutons avec nos confrères de l'Observateur. Ceux qui connaissaient ou qui connaissent même Keur Gorgui, Saint-Lazare et le giratoire de Yoff savent qu'on a des problèmes de trafic qui font qu'ici on a des congestions tant le matin à midi et le soir, qui a un impact négatif sur l'économie du pays. D'où maintenant l'idée de l'État, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité urbaine, de traiter tous ces carrefours en dénivelé afin d'améliorer la mobilité au niveau du Sénégal. Suivant les statistiques qu'on a de l'ANSD, les bouchons font perdre à l'économie sénégalaise pas moins de 100 milliards par année. Donc ce qui veut dire que donc, la réalisation de ces 13 autoponts qui sont projetés et réalisés à Dakar à l'horizon juillet 2022, juste avant les Jeux Olympiques de la jeunesse, auront un impact positif sur l'économie nationale. Le chantier de Keur Gorgui fait partie du programme des 18 ouvrages à réaliser dans le cadre du désenclavement et de l'amélioration de la mobilité urbaine au Sénégal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Pape Besdiba. Il était attendu ce matin à Colobane au siège de la section de recherche de la gendarmerie, mais Seydina Fall Bougazeli a une nouvelle fois posé un lapin aux gendarmes, une attitude assimilée à de la défiance par Iba Barry Camara. Pour ce professeur de droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le parlementaire doit être cueilli manu militari par les enquêteurs. Nous l'écoutons au téléphone de Ndate Diop. li ñu war a def rek mooy koo xam ni kii da nga def ñoom rek ñu soxla la pour te déférer
moyens yooyu nga xam ne ni moom la ñuy utiliser pour n'importe quel délinquant. C'est pas l'élément en français de Iba Barry Camara, professeur de droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il nous parlait du rendez-vous manqué de Bougazili avec les gendarmes dans l'affaire des faux billets de banque. Si l'élément n'est pas en place, voilà, mon technicien m'a fait signe que l'élément n'est pas prêt. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, à préciser que dans cette affaire de faux billets, les présumés complices de Bougazili ont bénéficié d'un retour de parquet. Ils n'ont pas pu voir le procureur ce matin. Hissène Habré, sous soin après son accident et sa fracture de son bras droit, son épouse dans tous ses états tire la sonnette d'alarme. Fatima Raymond Habré interpelle le ministre de la Justice et les met devant leurs responsabilités. Elle était en conférence de presse. Le compte-rendu de Papa Balagueye. Voici la fracture, la radio. D'accord? Ici, j'ai la facture des soins que j'ai payée à la clinique de la Madeleine la nuit. Habré Hissène, 105 000 francs. Eux, ils ont dit que le président va bien, il n'a même pas de cassure, il n'a jamais été. Voici, ils ont bien mis K20, la consultation, la radio et la telle. Document à l'appui, Fatimre Habré persiste et signe que le bras droit de son époux est bel et bien fracturé. Ils m'ont laissé rentrer. J'ai vu le président. La situation est toujours la même, c'est-à-dire qu'il a toujours son attelle, il n'y a pas de soins, il y a toujours ce refus de soins. Et il y a, donc il m'a dit qu'il avait eu un peu de fièvre, qu'il a pris donc les médicaments un peu pour savoir, et qu'il avait toujours un peu mal au bras. Hissène Habré sans soin, souligne-t-elle depuis quelques jours. Madame Habré met les autorités face à leurs responsabilités. Qu'elles prennent ses responsabilités, elle va les assumer. Parce que demain, s'il y a plus ça tarde, plus il peut y avoir des complications. Nous sommes tous d'accord. Quelqu'un avec une fracture, on t'attache, on serre les bras comme ça avec une bande et on te dit tu restes là. Et quand le médecin m'a dit ce matin, madame, quand il y a une fracture ici, ça veut dire qu'il y a un saignement interne. C'est évident. Quand quelque chose se casse, à l'intérieur, il y a un saignement interne. On ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Étonnée par la situation, Fatimre Habré interpelle le ministre de la Justice afin que son mari puisse recouvrer une meilleure santé. Le collectif des habitants de la SICAP Liberté 1 réclame l'arrêt immédiat du chantier en cours sur la place publique de la zone. Les habitants disent être les propriétaires du terrain en question. Ils dénoncent une magouille qui viserait à les en déposséder. Le collectif était en conférence de presse. Le compte-rendu d'Oumou Djegan. Il faut immédiatement arrêter les travaux. Le collectif des habitants de la SICAP Liberté 1 ne badine pas avec cette exigence. Maktarli. Nous contestons systématiquement. On a avisé le maire. Il nous a rendu compte effectivement d'avoir donné l'autorisation de construction. Il a effectivement signé le document. Il semble avoir tous les papiers. Mais au fond, nous savons qu'il ne peut pas avoir ces papiers-là. Ceux qui lui ont délivré ces papiers savent effectivement que ce n'est pas une chose faisable, ce n'est pas possible et que ça n'allait pas passer et que ça ne passera pas. Borika Bandiaï, présidente du collectif, estime que ce terrain leur revient de droit. Et que cet espace a été payé par nos parents. Tous les espaces de la SICAP, quand nos parents ont acheté les maisons, ils ont payé les espaces verts. Donc on ne peut pas vendre deux fois le même terrain. C'est pas possible. Je pense qu'il est temps que les autorités réagissent et arrêtent cette injustice, cette aberration-là. Cet immeuble en construction engloutirait en même temps de vieux souvenirs, la mine de Kouré. On nous a pris notre bien-être, notre espace de jeunes, notre espace de vie. On nous a pris notre oxygène. Donc vraiment, on ne comprend plus. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Et nous demandons aux autorités de bien revenir à l'orthodoxie. Ce terrain a été attribué à Sansek par Oumar Sarr au temps de Wade dans le cadre du projet de déguerpissement et de désencombrement de la ville de Dakar, ont fait savoir les riverains de la SICAP Liberté 1. Nous revenons sur cet élément annoncé tout à l'heure. Iba Barry Camara, professeur de droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui pense que Bougazili doit être cueilli manu militari après qu'il a refusé de déférer à la convocation des gendarmes dans l'affaire des faux billets de banque. Nous écoutons Iba Barry Camara, joint au téléphone par Ndate Diop. Sur cette question-là, en fait, c'est très clair. Dès lors qu'on a admis qu'il était en flagrant délit, donc là, on le considère comme un présumé délinquant ordinaire. Et de ce point de vue-là,
puisque en fait il n'est pas soumis de justice, eh bien il appartient justement aux OPJ, sous la direction bien sûr du procureur, de faire ce qu'on appelle une chasse à l'homme. C'est-à-dire que s'ils veulent bien donc l'appréhender, eh bien ils ont donc les moyens et en tout lieu et en tout temps. Donc c'est la force qui doit prévaloir, il doit être arrêté mani militari. Mani militari, il n'y a absolument rien qui s'oppose à ça. À 22h passé de 15 minutes, au village de Kerbaka, dans la commune de Gandiol, les populations ont organisé une journée de mobilisation sociale pour dénoncer les nuisances de santé et d'environnement. En cause, une usine de farine de poisson détenue par des Chinois. Les vomissements, les infections pulmonaires et olfactives y sont nombreuses, surtout chez les enfants. Venus soutenir la mobilisation, Greenpeace s'engage dans le plaidoyer alors que les responsables de l'usine brandissent des papiers administratifs. Mohamed Nabissilla. À l'occasion d'une journée de mobilisation sociale à Kerbaka dans la commune de Gandiol, les populations ont dénoncé les nuisances sanitaires et environnementales causées par l'usine de farine de poisson installée dans la localité par des Chinois. J'habite ici à Kerbaka. À chaque fois que l'usine démarre, les problèmes surgissent dans nos classes. Nos enseignements apprentissages sont perturbés. Et les enseignants et surtout les élèves sont affectés par cette mauvaise odeur. Donc personne ne peut plus parler. On est obligé de boucher les nez. On risque d'avoir des vomissements. Nous sommes fatigués par cette odeur que l'usine de farine de poisson nous cause à chaque fois. Donc nous interpellons l'État et nous leur demandons tout simplement la fermeture pure et simple de cette usine. Nous sommes fatigués de cette usine. Et Greenpeace se joint aux complaintes des populations pour porter le plaidoyer. Abdoulaye Ndiaye, je suis chargé des campagnes océan à Greenpeace Sénégal. L'usine de farine de poisson qui est implantée ici et qui impacte négativement sur leur cadre de vie, mais aussi sur toutes les activités que sont la pêche, l'agriculture, l'élevage, mais aussi sur l'enseignement des élèves. L'appel de Gandiol, c'est quelque chose de très fort parce que ça montre qu'est-ce que cette usine impacte négativement sur eux. Et nous, au niveau de Greenpeace, on est constant là-dessus. À peu près une cinquantaine d'usines de farine de poisson entre le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. Pour le Sénégal, il y a 8 usines qui ont été dénombrées, dont l'usine de Gandiol. Les responsables chinois de l'usine de farine de poisson ont toujours mis en exergue les papiers administratifs qui leur permettent de transformer la farine de poisson sans être inquiétés. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissilla. RFM Sport. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir Pape Besdiba. Football avec le challenge des champions, l'équipe de Teungueth FC éblouissante, GF Cal. Le champion en titre n'a pas pu battre l'US Gorée. Les deux équipes ont fait match nul 0 but partout. En première heure, le Teungueth FC a largement dominé le Dakar Sacré-Cœur, 4 buts à 0. Djambar et Jaraf sont exemptés. Ils jouent leur premier match respectivement contre Gorée à 15h au stade Alassane Djigo. Ce sera le 21 novembre prochain. Et contre Dakar Sacré-Cœur le même jour sur la même pelouse à 17h. La poule A est donc constituée de Génération Foot, Djambar et l'US Gorée. Poule B, Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur et le Jaraf de Dakar. Puis le challenge des champions, une aubaine pour les clubs en lice. Ce sera une sorte de mise en train avec le démarrage avant le démarrage du championnat prévu le 7 décembre prochain. Le challenge des champions remplace le tournoi de l'Assemblée nationale qui n'a pas pu être organisé. Les raisons avec Léonard Diagne, secrétaire général du Jaraf et de la Ligue de Dakar. Généralement, c'est la Coupe du Parlement qui ouvrait la saison d'une manière officielle, suivi de la Supercoupe qui opposait le champion du Sénégal au vainqueur de la Coupe du Sénégal. Et compte tenu du temps et la non-réaction de l'Assemblée nationale, la Fédération a jugé nécessaire d'initier le challenge des champions qui va regrouper les 3 équipes classées premières à la Ligue 1, plus les 2 finalistes de la Coupe du Sénégal et l'équipe vainqueur de la Coupe de la Ligue, ce qui fait 6 équipes. Et toutes les 6 équipes présentes ont adhéré à ce projet. La finale est prévue pour le 30. Donc nous jouerons les journées le 18, le 21 et le 24. Le 27, ce sera les demi-finales. Et le 30, nous aurons la 3e place et la finale. Et tous les matchs se joueront au stade Alassane Djigo, hormis ce match d'aujourd'hui qui a commencé à Mbao. Effectivement, les équipes ont besoin d'avoir des matchs de préparation avant l'ouverture. Question de mettre une mise en jambe pour certains joueurs et voir l'effectif aussi. Ça va permettre à chaque équipe de tourner son effectif
d'autant plus que spécialement dans le règlement de ce tournoi, pour chaque match, chaque équipe a droit à 5 changements, y inclut le gardien de but. C'est une opportunité que les équipes ont saisie pour participer en tous les cas à ce tournoi et qui nous est vraiment d'un grand apport. Basketball Abdou Diouf avec Fatick Basket Club qui est dans le dur. Le club doit participer au tournoi de montée en D1, mais il peine à boucler son budget. Cette année, les ambitions ont été plus grandes, seulement les moyens n'ont pas suivi. Les dirigeants sollicitent l'appui du président de la République. Alassane Ndiaye, le secrétaire général de Fatick Basket Club, s'entretient avec Aminata Goudjabi. L'année dernière, notre budget tournait autour de 7 millions. Mais cette année, on est allé piocher des joueurs de haute qualité à l'extérieur qui nous coûtent cher. On veut, comme toutes les autres équipes qui préparent le tournoi, au moins avoir 1 semaine à 2 semaines de préparation à Fatick. Les héberger, faire des entraînements solides, jouer des matchs amicaux. Ce qui n'est pas encore le cas. On a des joueurs à Passy, on a des joueurs à Thiès, on a des joueurs à Dakar. Ce qui n'est pas du tout évident. Si c'est Alassane, Cher, le coach et les joueurs qui doivent cotiser et pour pouvoir faire cela. Bon, je pense que si Monsieur le Président nous entend, il devrait pouvoir faire quelque chose par rapport à cela. Je peux dire que depuis 2009, si c'est pas le maire avec des subventions qu'il nous donne, des fois 150 000, 250 000, le reste, on essaie de faire notre possible, d'amasser de l'argent. On va continuer à le faire, mais si on reçoit quelque chose quand même qui nous soutient, ça va nous alléger carrément de certaines dépenses. Basket toujours, Abdou, pour terminer. Richard Toll, sans terrain d'entraînement, le nouveau président promet d'agir. Abdoulaye Ndoye s'est indigné de la situation. Construire un terrain d'entraînement reste la priorité de ce nouveau président de l'association de basketball de Richard Toll. Abdoulaye Ndoye s'est entretenu avec Mamadou Diagne à la sortie de leur assemblée générale. Richard Toll est malheureusement une commune qui n'est pas dotée d'infrastructures sportives correctes pour la bonne pratique du basketball. Nous n'avons pas de terrain. Nous avons été hébergés par des partenaires stratégiques comme Barcelona, que je remercie au passage par le doyen Gariba, avec le centre de formation professionnelle des jeunes qui nous a jusqu'ici prêté des panneaux roulants pour que l'on puisse les mettre là-bas, et peut-être les sapeurs-pompiers même, et même d'autres structures qui sont là. Mais nous visons aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de nous battre pour avoir un terrain praticable. Nous avons cependant des promesses, quoique la commune de Richard Toll et par la personne du maire et par l'intermédiaire de son secrétaire municipal, une promesse ferme nous a été faite pour avoir un accompagnement à ce niveau, et il nous dit qu'il va vraiment travailler à apporter une solution, et nous l'attendons. Nous avons aussi, tout de suite comme vous l'avez senti, la présence de M. Dieye, qui est un sportif et un professionnel qui travaille, je crois, avec la fondation Marie-Lise Mimran, qui persiste à ce qu'on travaille vers une orientation politique de pratique du sport au sens large. Alors, il y a aussi M. Dieye qui s'est prononcé à faire une contribution financière dans le cadre de notre affiliation pour appuyer l'équipe. C'est la dernière note de cette page des sports. Merci Abdou Diouf Junior qui nous a présenté la page des sports. Le tour du web sur RFM. Le tour du web avec Baye Hassan Diaw. Bonsoir et bienvenue. Le Synpex dénonce les propos diffamatoires et injurieux tenus par Maître Cissé, quitte le site du groupe Futur Média IGFM.sn. C'est au cours d'une plaidoirie qui a eu lieu jeudi dernier au tribunal de Dakar lorsqu'il défendait son client Pape Thialis Faye qu'il a traité les journalistes comme des terroristes pires que Daesh. Selon IGFM.sn, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal a jugé ces propos injurieux et a rappelé à Maître Boubacar Cissé, auteur de tels propos, qu'être avocat ne signifie pas être au-dessus des lois. Forum sur la paix et la sécurité, Macky Sall plaide pour une force militaire supérieure pour résoudre la crise malienne. C'est le titre à découvrir à la une d'ActuSend. Beaucoup plus de coordination des différentes missions déployées sur le terrain de façon à rendre les actions plus cohérentes et plus efficaces, a préconisé le président de la République. C'est à l'occasion de la 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Mairie de Dakar, foire d'empoigne entre Cissé Lo, Diouf Sarr et Amadou Ba. C'est l'information qui barre la une de Sénégal. Dans son article, on apprend que le ministre de la Santé et responsable APR à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, a clairement affiché ses ambitions pour la mairie de Dakar lors d'une émission. Une sortie qui a fait réagir Moustapha Cissé Lo. Le président du Parlement de la CEDEAO ne semble attendre l'aval de personne pour briguer le suffrage des Dakarois. Le coordonnateur controversé selon Sénégal de l'APR à Dakar, Amadou Ba, affûte également ses armes. L'affaire des faux billets de banque, les complices présumés de Seydina Fall Bougazeli déférés au parquet. Une information à lire à la une de Dakar Actu. Le site nous apprend que les gendarmes de la section de recherche de Colobane ont déjà bouclé l'enquête préliminaire du moins
témoins pour ce qui concerne les 6 personnes complices du député Seydina Fall Bougazeli. Ils seront présentés au procureur près du tribunal de grande instance de Dakar pour l'ouverture d'une enquête. Prison du Cap Manuel, les journalistes chassés, le point de presse délocalisé informe Seneweb. Quittez les lieux, les journalistes ne sont pas autorisés à rester ici. Il n'y a pas de point de presse. Sommes un des éléments des forces de l'ordre aux reporters venus couvrir le point de presse des avocats de Hissène Habré. Seneweb nous apprend que l'accès a été interdit à la défense. Actualité internationale au Burkina Faso, l'état-major s'inquiète du survol de ses troupes par des avions étrangers selon Jeune Afrique. L'état-major de l'armée burkinabé a demandé à la France et aux autres pays intervenants de l'informer désormais de tout déplacement d'aéronefs, faute de quoi ceux-ci seraient considérés comme des ennemis. Une déclaration faite par le général de brigade Moïse Minengou dans un courrier adressé à l'attaché de défense de l'ambassadeur de France à Ouagadougou. Sport pour finir, challenge des champions Tenguet FC étrit Dakar Sacré-Cœur par 4-0. C'est une belle entrée que le vainqueur de la Coupe du Sénégal a réussi cet après-midi au stade municipal de Mbao. Les poulains de Youssouf Dabo, qui entament sa première saison sur le banc du club de Rufisque, se sont largement imposés devant les académiciens, nous informe U-Sport. C'est tout pour votre tour du web de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Bayasan Diao, et place en classe de Elhadji Ndiogou Diène. En classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Suite fin de notre focus sur le problème de l'état civil des élèves, la parole aujourd'hui aux responsables d'établissements scolaires. L'état civil demeure un réel problème dans la région de Kaffrine. Et pourtant, les autorités académiques demandent aux enseignants de faire le point de la situation dès le début de l'année scolaire. Reportage Omar Ndiaye. Beaucoup d'élèves de la commune de Kaffrine n'ont pas d'extrait de naissance. La preuve, à l'école 10, seuls 28 élèves ont leur extrait de naissance sur un effectif de 314. Kabou Ndiaye est le directeur de l'école. Dans mon école, j'ai 314 élèves. Mais au dernier recensement que j'ai eu à faire la semaine passée, j'ai constaté que parmi ces 314 élèves, il n'y a que 28 élèves qui ont des extraits. La même situation est notée à Kaffrine de Sud. Et à l'école de Sorokogne, distant de 5 km de Kaffrine, Madame Diop Dieynaba Kamara et Abdou Salam Aïdara, les directeurs de ces écoles nous en disent plus. On va jusqu'à la fin de l'année sans que des élèves ne puissent obtenir leurs extraits de naissance. Donc c'est un problème récurrent. Et je crois qu'à tous les niveaux, donc des mécanismes sont en train d'être montés pour pouvoir une bonne fois pour toutes décanter cette situation-là. La semaine passée, l'IEF nous avait envoyé une correspondance nous demandant de recenser tous les élèves qui n'ont pas d'extrait. Ça a été fait, nous avons déposé les rapports. La responsabilité est imputée aux parents, mais l'autorisation des enfants à s'inscrire sans extrait reste peut-être la cause. L'ouverture, on nous demande d'inscrire les enfants sans extrait de naissance. Donc là, on est obligé souvent de les laisser faire leurs examens. Le défaut d'extrait de naissance est un handicap surtout pour les élèves de CM2 en classe d'examen. Ce sont d'ailleurs les maîtres qui sont obligés de prendre la situation en main à travers les audiences foraines. Ce problème d'état civil est en passe de devenir un mauvais souvenir à Réaumao, situé dans le département de Bambey. Les populations de ces villages se sont mobilisées à travers une initiative très originale. Babacar Diouf. C'est parce que la question préoccupe les femmes de Réaumao qu'elles lui ont trouvé une solution. Désormais, dans ce village de la commune de Réfane, tous les enfants sont déclarés dès les premiers jours qui suivent sa naissance. Dior Diouf, secrétaire général de l'association des mères d'élèves de Réaumao. Je peux dire que nous n'avons plus ces problèmes liés à la déclaration des naissances. Et puisque nous avons divisé le village en zones et dans chaque zone, nous avons mis un carnet de déclaration. Tous les enfants sont ainsi déclarés. Toute personne qui ne se soumet pas à nos règles est sanctionnée. Nous avons institué des amendes qui ont motivé les gens à faire les déclarations. L'impact n'est pas immédiatement ressenti, mais dans un avenir très proche, tous les enfants qui seront à l'école porteront leur acte d'état civil en bonne et due forme, rapporte le directeur Mam Abdou Diallo. Nous avons mis aussi sur pied un prix nous permettant de récompenser le quartier où on a inscrit plus d'enfants. Les résultats seront visibles dans l'école d'ici 3 ou 4 ans. Et nous continuons actuellement à sensibiliser les parents d'élèves. L'école de Réaumao, dans la circonscription scolaire de Bambey, cherche à multiplier ses expériences dans les autres écoles de la zone pour qu'à jamais le problème de l'état civil à l'école soit un mauvais souvenir dans tout le Sénégal. Et puis dans la rubrique découverte, nous vous parlons aujourd'hui de l'école élémentaire du village d'enfants SOS de Dakar. Cet établissement porte désormais le nom de l'ancienne ministre Maïmouna Kane, décédée il y a quelques mois. La cérémonie de baptême a eu lieu ce week-end. Les responsables du village d'enfants SOS demandent un soutien de la part de l'État. Reportage Oumou Kalsoumli.
C'est dans une ambiance solennelle que les élèves de l'école SOS ont rendu un vibrant hommage à Maïmouna Kane, née le 12 avril 1937 à Dakar. Elle fut ministre sous le régime de Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, une dame qui a longtemps lutté pour l'émancipation de la femme sénégalaise. Alioune Badara Sagna est le directeur de l'école Maïmouna Kane. Quand on connaît le cursus et le parcours de Maïmouna Kane, ce qu'elle a fait dans ce pays, surtout particulièrement la lutte pour l'émancipation de la femme dans ce pays et tout ce qu'elle a fait comme de bonnes actions. Cet établissement scolaire situé à l'entrée du village SOS a un effectif de 600 élèves et 12 enseignants offrant un service de qualité. Nous avons 12 enseignants créés à main, donc 6 femmes et 6 hommes. Et le 13e, c'est moi le directeur. Vous avez vu qu'il y a la parité. Et les activités sont diverses. À part des activités apprentissage et enseignement, nous développons des activités extrascolaires. Cette école, née de l'association du village des enfants, est une organisation laïque à but non lucratif. Elle souhaite un appui pour pouvoir rentrer dans ses fonds. Les enseignants, c'est l'école qui les prend en charge. Le SOS a demandé à ce que l'État nous aide en nous donnant des enseignants pour amoindrir les coûts. L'école Maïmouna Kane permet l'accès à l'éducation pour tous les élèves, surtout ceux issus des familles défavorisées. C'est pourquoi les acteurs demandent un soutien à l'État pour garantir une éducation de qualité aux enfants des villages SOS. Merci à Oumou Kalsoumli. Bonne santé bébé avec Salimata Awa. Bienvenue. La pneumonie, une infection virale fréquente chez l'enfant. C'est la première cause de mortalité chez les tout-petits. Elle se développe à l'occasion d'une baisse passagère des défenses immunitaires. Dr Alioune Badara Tall, direction de la santé de la mère et de l'enfant. C'est une affection très grave et qui touche les enfants âgés de moins de 5 ans. Et c'est la première cause de mortalité chez les enfants âgés de 1 à 59 mois ici au Sénégal et également dans le monde. Parce que en fait, les prévalences qu'on a actuellement, donc d'après la dernière enquête EDS 2018, on est à une prévalence de 5% de pneumonie donc chez les enfants de moins de 5 ans. Au total, c'est 84 000 cas de pneumonie qui ont été corrigés donc depuis janvier jusqu'à octobre au Sénégal. Quand l'enfant est atteint de pneumonie, il respire difficilement et peut même mourir d'une hypoxie. Quand cela touche l'enfant, pour être très simple, l'enfant respire difficilement. Et du fait donc de cette respiration difficile, donc constatée chez l'enfant donc peut décéder de suite d'une hypoxie. C'est-à-dire donc il n'y a plus d'oxygène donc dans le sang de l'enfant. Donc un décès dû à la pneumonie est un décès donc évitable parce qu'il y a tout l'arsenal disponible au niveau des structures de santé donc pour que l'enfant qui vient pour une prise en charge donc soit pris en charge de façon très correcte avec des moyens simples, la mise à disposition donc de l'oxygène si l'enfant en a besoin. L'environnement de l'enfant joue aussi un rôle important. Il doit être propre. L'utilisation de l'encens, surtout en cette période, est déconseillée. Dans les facteurs favorisants de la pneumonie, la fumée également donc peut être un facteur favorisant, non seulement pour la pneumonie, mais pour autres affections respiratoires, notamment lorsqu'ellement la période de froid approche. Donc durant cette période de froid, les gens ont tendance à utiliser l'encens donc dans les habitations. Mais il faut faire de telle sorte que, donc après avoir utilisé l'encens, d'aérer la chambre, tout ce qui est donc propreté, faire la promotion que notre milieu soit vraiment assaini. Il faut surtout suivre à la lettre toutes les recommandations du médecin. Si l'enfant est très malade, il peut être hospitalisé durant une brève période pendant laquelle il fera l'objet d'une attention pour assurer son confort. Il recevra au besoin de l'oxygène et beaucoup de liquide. C'était tout pour Bonne Santé Bébé. Invité le directeur général de l'APEX, Muntaga Sy, qui répond aux questions de Makumba Beya. Merci beaucoup. Comme nous l'avons dit, vous l'avez déjà annoncé, notre invité est le directeur général de l'APEX, Muntaga Sy. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir. Aujourd'hui, le Premier ministre de la France, Édouard Philippe, a visité les chantiers du terre et l'état des lieux. C'est un chantier majeur dans l'avenir du Sénégal comme actuellement. Aujourd'hui, qui suscite aussi beaucoup de passion dans les débats. Alors, la date du 30 novembre que vous aviez annoncée lors d'un débat sur TFM, c'était une date de réception de quelle partie des ouvrages? Merci. Je suis heureux de constater que la presse sénégalaise a répondu massivement
à l'exercice de ce matin qui consistait à procéder à la visite d'une composante essentielle du projet du train express régional, la composante consacrée sur le recrutement de 800 jeunes Sénégalais qui vont travailler à l'exploitation de ce grand projet du président de la République. Vous avez eu des candidats qui ont été déjà sélectionnés depuis plus de 3 mois, qui travaillent sur des fonctions de conduite du TER, d'autres de la maintenance et du management. Il a été dit d'ailleurs qu'il y a eu plus de 30 000 candidatures et de ces 30 000 candidatures sortiront les 800 employés qui seront sélectionnés et qui vont faire partie de la première cohorte du personnel de la société d'exploitation du TER. Vous avez eu d'ailleurs sur le chantier à peu près, je pense, il y avait 8 trains qui étaient en gare au niveau des quais. Ce projet du train express régional a été piloté sur la base de jalons et de rendez-vous. Chaque jalon, donc chaque rendez-vous, a donné la plénitude de ses livrables. J'aime bien à le rappeler, le 14 janvier 2019, son excellence le président Macky Sall avait procédé au premier trajet de Diamniadio à Dakar sur le train express régional en mode électrique de Diamniadio jusqu'à la fin de la forêt de Mbao. Le train a basculé en mode thermique de Mbao jusqu'à Dakar. Et le long du trajet, nous avons consacré 3 stops. Et le président a terminé le trajet à la gare de Dakar avec un croisement de 2 trains sur les voies. Après le 14 janvier, nous avons aussi donné rendez-vous aux Sénégalais pour le 14 juin 2019. Le 14 juin 2019, nous avons aussi eu l'honneur de visiter et de montrer aux Sénégalais le niveau d'ouvrage, de franchissement, mais aussi la visite de la sous-station électrique à Mbao, sous-station électrique qui est dimensionnée pour soutenir et supporter les 15 trains du projet dans sa première phase. Je rappelle que 12 trains sont déjà à Dakar et cette sous-station a pour objet de transformer l'énergie électrique de 90 000 kV en 25 000 volts et qui sera injectée au niveau du réseau. C'est en ce moment, ce rendez-vous du 14 juin 2019, que nous avons maintenant imaginé aller dans des phases de mise à disposition d'ouvrages de franchissement, comme l'avait indiqué le président de la République, pour aller maintenant vers ce qu'on appelle les procédures de test. En ce temps... Ouvrage de franchissement, ça veut dire les passerelles. Les ouvrages de franchissement, c'est les passerelles, c'est les ponts. Et à partir de juin 2019, le Sénégal a mis en place maintenant les organes de gouvernance du projet. En plus des ouvrages majeurs, donc la sous-station électrique, l'État du Sénégal a créé la SENTER, la Société nationale de patrimoine du TER. C'est une société qui a en charge la gestion du patrimoine du projet. Et il a été aussi créé la société d'exploitation du TER. C'est la société qui aura en charge l'exploitation du TER. La filiale de la SNCF. C'est une filiale de la SNCF. Pour que les gens puissent bien comprendre, la CTR est au TER ce que la SDE est à l'eau. La SENTER est au TER ce que la SONES est à l'eau. Pour que les gens puissent bien comprendre. Patrimoine, exploitation. Patrimoine, exploitation. Donc, c'était un rendez-vous où on avait donné aux Sénégalais ce rendez-vous du 14 juin sur la base de ces livrables. Après, maintenant, il fallait aller cap 30 novembre pour mettre à disposition une masse critique d'ouvrages pour consacrer l'étanchéité du corridor ferroviaire. Étanchéité veut dire confinement mural. Et pour que ce principe de confinement mural puisse être possible, il faut qu'il soit socialement acceptable. Socialement acceptable veut dire que la coupure des liens sociaux doit être maintenue et rétablie dans le sens d'un ouvrage structurant par des passerelles et des ponts. Il y a 28 passerelles sur le trajet, il y a 14 ponts. Chacun des ponts, principalement, peut être comparable au pont de l'émergence. Si on quitte Dakar, vous allez au camp Abdou Diassé, vers Koloban. Vous allez avoir une passerelle là-bas. Vous quittez le camp Abdou Diassé, vous allez à HLM, Koloban, vous allez retrouver la deuxième passerelle, ce qu'on appelle les passerelles ville-ville. Si vous quittez là-bas, vous allez à la route du service géographique. Vous allez trouver là-bas
une passerelle. Après, vous allez à Poney Club. Poney Club, c'est après Kappa. Et les circulables. Je peux vous citer les passerelles. Oui, mais l'énumération exhaustive va nous prendre du temps. Voilà, maintenant, la date... Donc voilà, je dis passerelle et pont à livrer le 30 novembre pour consacrer le confinement mural, permettre aux Sénégalais d'avoir un niveau de mobilité acceptable et commencer à imaginer de faire rouler les trains plus loin qu'on le fait aujourd'hui. Le 30 novembre, on aura le confinement mural, on aura une masse critique, j'appelle masse critique d'ouvrages, de franchissement, ponts et passerelles qui permettront de lancer les processus. Voilà, de manière très claire et précise, ce que je peux dire sur le rendez-vous du 30 novembre et sur les 3 rendez-vous que nous avons donnés. Et chacun des rendez-vous a donné la plénitude de ses livrables. Vous n'avez accusé aucun retard? Tous ces rendez-vous ont donné la plénitude de leurs livrables. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut connaître à partir de quel moment maintenant la réception technique va se faire, la durée des essais et des processus de certification et la mise en route? Je vous ai dit que dans les plannings prévus, la mise à disposition de l'ouvrage dans sa totalité est prévue à la fin de l'année, comme l'a dit le ministre du Budget, le ministre des Finances et du Budget. À partir de cela, à partir de là, on va commencer à injecter les trains dans le réseau, commencer à tester, je ne dis pas dans le réseau électrique, dans le corridor ferroviaire, et commencer à procéder à nos différents tests. Une fois que ces tests seront terminés, ces tests se font avec des organismes qui vont valider la conformité de ce que nous faisons par rapport à une mise en service commerciale à envisager. En ce moment, nous avons à notre niveau Sisra et Certifère, Sisra, excusez-moi, et Veritas, qui eux vont valider ce que l'équipe de projet a fait. Quand on aura terminé ça, on remet le dossier de certification à une société qui s'appelle Certifère, Certifère comme certification ferroviaire, qui va donner le dernier coup d'approbation, de signature, pour qu'un exploitant, un opérateur, puisse venir exploiter, c'est-à-dire aller vers une mise en service commerciale. C'est demander aux gens, dans des conditions sécuritaires, de payer un service, tout en préservant et respectant les conditions de sécurité. Je vous ai indiqué tout à l'heure, le confinement mural, un dossier ferroviaire ne s'adresse pas seulement qu'à ceux qui sont dans le train. Les personnes qui sont en dehors du train, on doit aussi assurer leur sécurité. Les riverains. Le débat aujourd'hui, c'est un débat des riverains. On doit travailler sur la sécurité de toutes les masses et pièces électriques sur le trajet pour garantir l'isolement, la mise à la terre, faire tous les PV de certification, mais s'assurer aussi que les populations autour sont dans de bonnes conditions de communication et de sensibilisation afin que le train, avec tous ses dangers, puisse être bien compris par les populations. Nous avions commencé cela le 14 janvier 2019 en évoquant et en communiquant sur les dangers électriques. Un jeune du quartier qui joue au football, son ballon rentre dans le domaine ferroviaire, il faut qu'au préalable que tous ces jeunes puissent être sensibilisés sur les dangers du ferroviaire électrique. Ce n'est pas la première fois qu'un projet qui nécessite des précautions par rapport à l'usage et aux riverains arrive au Sénégal. L'exemple de l'autoroute à péage est là, où effectivement maintenant les populations ont bien compris qu'une autoroute à péage ne peut pas être empruntée d'une certaine manière comme on le fait pour une route normale. Alors, à partir de la réception à la fin de l'année, est-ce que vous pouvez évaluer le temps que cela va prendre en termes de certification et en termes avant de démarrage? Je vous ai dit que le 31 décembre, quand on aura terminé l'ouvrage en intégralité, on injectera les trains dans le process de manière graduelle jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies avant de mettre le jus. Ce débat qui est clair à votre niveau, votre rôle aussi c'est de porter ce discours-là. Le train électrique est dangereux. Les rendez-vous qu'on donne, c'est pour communiquer aux gens les niveaux d'avancement du projet. Parce que chaque niveau d'avancement, chaque rendez-vous consacre un effort important dans le projet. Mais aujourd'hui, on avait entendu des problèmes financiers de certaines entreprises qui travaillent dans le projet. C'est dépassé. C'est quel problème? Dites-moi, c'est qui? Quelle entreprise? On avait cité des entreprises de BTP. Qui ont? Oui, mais je dis... Non, je ne peux pas donner de nom, s'il vous plaît. Oui, c'est réglé ou c'est pas réglé? Ne me pose pas cette question. Donnez-moi des noms. Non, je ne peux pas vous donner de nom. Si vous ne pouvez pas me donner de nom, ne posez pas la question. Tu dis on. Certaines entreprises, c'est quoi ces questions-là? La presse avait largement relayé que des entreprises... Mais... C'est pas le cas. Il n'y a pas de problème financier. Très bien. Voilà. Alors, et pour ce qui concerne les tarifs, comment ça va? Je vous ai expliqué tout à l'heure, encore une fois, pour les tarifs, nous avons un service voyageurs aujourd'hui, c'est le petit train de banlieue.
qui offre un service en face de service et en tarif. Le TER vient avec d'autres modes de service et d'autres modes de prestation. Le tarif qui sera fait sera un tarif applicable aux Sénégalais. Sur la base d'études et d'enquêtes de préférence, en fonction de l'évaluation du niveau de trafic et en fonction des usagers, on va qualifier l'exploitation. L'exploitation se fera sur ce mode-là, l'équilibre entre les recettes d'exploitation et les recettes d'exploitation et les charges d'exploitation. Et l'État du Sénégal définira en fonction des zones de trafic comment définir le niveau de prix. Ça, c'est la responsabilité de l'État de le faire. Aujourd'hui, on travaille avec le TER sur la base d'un ouvrage technique à livrer qui devra disposer de son certificat et l'exploitation dans des conditions optimales se fera. Et par souci du portefeuille du Sénégalais, le président Macky Sall est en train d'apporter une réponse la mieux indiquée pour apporter des solutions aux problèmes de mobilité de la région de Dakar. Je rappelle qu'il y a 14 gares le long du tracé de Dakar à Diamniadio, de Dakar à AIBD, 13 gares de Dakar à Diamniadio, et il y a des gares multimodales avec la cohésion et la cohérence avec les autres modes de transport. Les Sénégalais utiliseront le train ou partiront du train pour aller prendre les autres modes de transport. On ne peut pas connaître donc le prix minimum et le prix maximal qu'on paiera pour le train. Aujourd'hui, cette décision finale n'a pas été prise. À partir de quel moment la SNCF va se retirer dans le contrat pour l'exploitation pour vous céder maintenant le levier? Il faut d'abord comprendre une chose. J'ai indiqué ça au niveau de différentes sorties qu'on est en délégation de service public. L'État du Sénégal a investi sur son projet. Le projet nous appartient. On s'adosse l'expertise nécessaire pour pouvoir amorcer l'exploitation de ce projet en ayant deux principes majeurs: le transfert de compétences et le transfert de technologie. Vous avez vu ce matin, il n'y a que des jeunes Sénégalais qui sont embauchés à des niveaux de responsabilité élevés, des ingénieurs pour conduire le projet. Une fois qu'on aura cette masse critique, dans le cadre d'une délégation de service public, en général, les choix se feront autour de 3, 4 à 5 ans pour dire, voilà, on a fait et puis on reconduit ou on change de mode. Voilà ce qui est retenu. Mais on est en délégation de service public. Le patrimoine n'appartient pas à la SETER, l'infrastructure ne lui appartient pas. Même les schémas de trafic et de voyage, c'est la SENTER qui lui indiquera comment tirer le projet et comment charger le trafic. Le patrimoine, le TER appartient à la SENTER. La SENTER est l'autorité régulatrice du ferroviaire. C'est lui qui va dicter à la SETER le mode d'exploitation, les tarifs et tout. Et après, on suivra de manière soutenue le transfert de compétences et le transfert de technologie. Le transfert de compétences, je l'ai dit tantôt, depuis le 3e train. Un train, c'est 4 wagons. Depuis le 3e train, tous les trains suivants jusqu'au 12e sont montés par des ingénieurs sénégalais au niveau du site de maintenance de Colobane. Avez-vous commencé à travailler sur l'idée de prolongation émise par le président de la République jusqu'à Thiès, le financement, la faisabilité? Aujourd'hui, on va jusqu'à Diamniadio. Le financement est sécurisé jusqu'à AIBD, je pense que c'est ce que vous voulez dire. Le financement est sécurisé. La convention a été signée hier entre le ministre de l'économie sénégalais et ses homologues français sur le financement de la tranche conditionnelle de Diamniadio à AIBD. On avait parlé de AIBD Thiès. Oui, d'accord. Après maintenant. C'est-à-dire que ça, c'est après AIBD Thiès, AIBD Mbour. Donc ça, c'est les prolongements du projet pour aller irriguer les autres parties du pays. C'est pourquoi on peut bien justifier qu'un train électrique thermique qui roule à 160 km/h n'a pas été forcément acheté et conçu pour les 36 km de Dakar à Diamniadio, pour aller jusqu'à Kaolack parce qu'il est thermique. Merci beaucoup. C'était donc notre invité, le directeur général de l'APIX, Mountaga Sy.